bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité. Quelle a été la vie antérieure de notre président? Alors, dévoiler sans raison la vie antérieure de quelqu'un n'est a priori pas dans mes intentions, car ça fait partie de ce que je considère être du sacré. Néanmoins, dès lors que la personne occupe une fonction publique d'État, en représentant directement un pays ou un peuple, et que la manière dont elle représente ce peuple est abusive ou excessive, eh bien, nous sommes en droit d'aller voir puisque nous sommes les représentés. L'information ici est donc le fruit d'une recherche entre une personne proche de moi au talent médiumnique remarquable et de moi-même. Je lui fais donc un clin d'œil. Je vais donc du coup vous proposer une rétrospective de sa vie passée tout en essayant de mettre subtilement en lumière ce qui résonne avec sa vie présente. Je me suis basée donc sur des sources que j'ai trouvées sur internet, sans faire trop de recherches poussées, Wikipédia, des articles, etc. Je vous mettrai tout ça en description. De mon côté, il n'y a évidemment pas de remise en question sur le sujet des vies antérieures, puisque c'est pour moi une réalité. Donc, évidemment, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, ne vous attendez pas à des preuves. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Le but, d'ailleurs, de ma chaîne, c'est d'offrir un regard spirituel, mais concret, sur certains sujets. Donc, vous y croyez ou pas, eh bien, je dirais que c'est pas le but, c'est pas important. Ce qui va être intéressant, c'est la résonance entre les deux personnages ou les deux vies. Je ne suis donc pas historienne, et donc par conséquent, cette vidéo n'est ni historique, ni politique au passage. Rapidement, pour comprendre pour ceux qui ne connaissent absolument pas le principe des vies antérieures et de la réincarnation, je vous la synthétise en 2 phrases. L'âme s'incarne sur Terre dans le but d'expérimenter la matière, et donc d'une vie à l'autre, puisque l'âme aspire à s'élever, eh bien elle va faire des choix différents et va choisir généralement des postures à travers des métiers, des positions sociales, des activités, des chemins, pour lui permettre d'évoluer et de s'accomplir en vue de retourner là d'où elle vient. Donc il n'y a pas plus de fierté à être empereur qu'esclave, au contraire, une posture d'esclave est un choix généralement plus noble, puisque c'est justement à travers les expériences fortes, humbles, voire douloureuses, que l'âme explore davantage la nature humaine et qu'elle peut se remplir et s'accomplir. C'est comme une boucle, vous descendez dans la matière pour remonter dans le monde spirituel. Alors, qui a bien pu être autrefois notre président ? Beaucoup connaissent cet empereur de réputation, certains l'ont même déjà évoqué directement ou indirectement pour comparer la présidence de celui qui nous gouverne au règne de cet empereur réputé sanguinaire, à savoir Caligula. Caligula, de son vrai nom Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, est l'un des empereurs romains les plus tristement célèbres de l'histoire en raison de son règne marqué par la cruauté, l'excès, la folie et la mégalomanie. Caligula est devenu empereur à seulement 24 ans et aura réussi à se faire haïr par tout un peuple en moins de 4 ans de règne. Il a donc laissé l'image d'un tyran vicieux, cruel, dépravé, si ce n'est d'un monstre. Caligula naît en l'an 12, troisième fils de Germanicus et d'Agrippine. Il est surnommé Caligula en raison de petites chaussures, de petites sandalettes militaires qu'il portait enfant. Et du coup, rien ne prédestinait cet enfant à devenir empereur. Et pourtant, son enfance, malheureusement, va être marquée par des drames familiaux. Son père meurt prématurément, probablement empoisonné par l'empereur Tibère, dont Caligula est le petit-neveu. Sa mère tente d'imposer ses frères comme successeurs de Tibère et met un peu de côté Caligula. Alors, je ne ferai pas de résonance avec l'enfance et la vie privée de notre président, mais il y a évidemment des liens à faire, libre à vous de le faire de votre côté. Tibère va donc finir par persécuter ses frères et sa mère et les laisser mourir, puisqu'il est un petit peu agacé. Et à 17 ans, Caligula va donc être envoyé à Capri, où il va vivre justement sous la coupe de cet empereur, donc l'homme à l'origine de ses souffrances. Caligula est donc évidemment affecté, et l'un des fils de Tibère étant mort, il va attendre d'être nommé comme successeur. Pendant ce temps-là, pendant ces années-là, il va entretenir les apparences avec Tibère et il va dissimuler cette haine farouche qu'il a envers lui et va donc
évacuer toute sa colère dans les combats de gladiateurs qu'il aime particulièrement sanglants, les spectacles de condamnation à mort, les bagarres, le sexe, bref, tout ce qui va générer de la sensation forte. Alors, remis dans le contexte de l'époque, tout ceci n'est absolument pas anormal, sauf que Caligula, lui, est excessif. Il se repaît de la souffrance d'autrui. Pour obtenir la place d'empereur, Caligula va former une alliance avec le préfet du prétoire qui s'appelle Quintus Nevius Cordus Sutorius Macro, traduit en français par Macron. Alors c'est un point très amusant quand même. C'est vrai que très souvent, les noms latins qui se terminent par O deviennent on en français. Est-ce que c'est une info fiable? Je pense, il n'y a pas de raison, mais j'ai quand même trouvé ça très amusant. Il va donc s'allier avec son préfet qui s'appelle Macron. Et donc Macron va accepter cette alliance en espérant en bénéficier. Tibère meurt étouffé, alors est-ce que c'est le préfet Macron qui l'a tué? Est-ce que c'est Caligula? Il y a deux théories. Toujours est-il que Caligula devient empereur à seulement 24 ans. Pour rappel, celui qui nous gouverne est devenu le plus jeune président de la République à seulement 39 ans. En médiumnité, une information très intéressante était sortie quant à la présidence de notre président. Il a été dit mot pour mot, il a usurpé le trône de France. Bon, que ce soit durant l'Empire romain ou en politique aujourd'hui, je dirais que c'est monnaie courante. Caligula usurpe le trône de Tibère, mais la question qui se pose du coup pour nous, c'est qui aurait dû présider en 2017? Trucage, pas trucage, manipulation de vote sans trucage, tout est possible. Qui était, du coup, le légitime successeur du trône de France? Alors trône au sens littéral, mais aussi symbolique dans le sens de représentant de l'État, car je crois que le successeur légitime du trône de France est plutôt du côté de la famille d'Orléans ou des Bourbons. Quoi qu'il en soit, de qui notre président a-t-il usurpé la place finalement? Caligula est donc empereur, il est adulé par le peuple, qui voit en lui le nouveau souffle, le nouvel espoir, le renouveau. On se rappelle en 2017 où beaucoup ont vu la même chose chez notre président. Jeunesse, espoir, renouveau, dynamisme. Les premiers mois du règne de Caligula sont très prometteurs et sont marqués par la générosité, la bonté, la modération. Il libère des prisonniers politiques, il abolit certains impôts, il procède à des réformes. Il organise également des banquets, des spectacles pour plaire, notamment aux sénateurs. En bref, il séduit, il en met plein la vue. Et puis, progressivement, son comportement change. Il devient de plus en plus despotique, cruel et mégalomane. Une autre info de médiumnité disait que la particularité de notre président était d'être comme Janus, ce dieu mythologique aux deux visages. Sous-entendu que celui qui est à la tête de notre pays est double, une face angélique pour séduire et l'autre face pour conquérir. En parlant de dieux mythologiques, Caligula aurait apparemment eu une fascination pour les cultures orientales, plus particulièrement pour l'Égypte, qui faisait des rois et des reines des êtres divins. C'est là la partie la plus croustillante pour moi, c'est que Caligula se considère lui aussi comme l'égal des dieux. Dans sa tête, il est empereur, donc c'est un dieu. De ce fait, pour apparaître lui-même comme un dieu, Caligula a entrepris plusieurs choses pour le faire savoir. Donc, il serait déjà apparu habillé en Jupiter, parfois même en portant le foudre de Jupiter ou le trident de Neptune. Il aurait fait placer sa tête sur de nombreuses statues de divinités. Il aurait également fait du temple de Castor et Pollux une extension de son palais en y siégeant. Et il aurait également imposé un culte impérial, exigeant d'être vénéré comme une divinité vivante, parce qu'il est convaincu d'être supérieur au reste du genre humain. Alors c'est assez amusant car plusieurs personnes avaient déjà surnommé celui qui nous gouverne par Jupiter avec humour. Et c'est vrai qu'on sent très fortement chez lui cette aspiration à la divinité. Rappelez-vous son entrée presque magistrale à la réouverture de Notre-Dame,
cet état de jubilation pénétrant le temple de Dieu. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant d'être la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien c'était un temple païen dédié à Jupiter, donc qui retrouve son foyer. Rappelez-vous également la célébration de sa présidence à la pyramide du Louvre, simplement pour faire écho à l'intérêt de Caligula pour l'Égypte, ou sa réaction complètement démesurée à la finale du match de foot, une réaction digne d'un dieu tout-puissant finalement. Alors, Caligula, dans cette mégalomanie, essaie aussi d'instaurer très maladroitement une royauté d'ordre divine et d'inspiration égyptienne. Il est Dieu, donc il veut instaurer un régime divin. Alors évidemment, ces excès choquent les Romains, qui voient en lui un empereur complètement déconnecté de la réalité. Je dirais que c'est quand même pareil pour nous. Même si ce n'est pas dit officiellement, il y a chez notre président une aspiration très profonde pour l'ésotérisme et la transcendance. Pourquoi ? Car c'est ce qu'il ramène à cet état de divinité. Notre président voit en fait dans les rites initiatiques une manière de retrouver cette condition d'élu. Dans une vieille interview, par exemple, que vous pourrez trouver sur Odyssée où vous tapez Macron Transcendance, eh bien, il aurait évoqué le fait d'être en mission, qu'il n'avait pas le sentiment de faire une carrière et qu'il ne cherchait pas à faire une carrière. Et puis qu'il était convaincu qu'il existe une transcendance, quelque chose qui nous dépasse, qui nous a précédés et qui restera. Bon, de ce côté-là, il a plutôt raison. Mais l'interview est quand même très troublante, je vous laisse voir par vous-même. Dans le milieu spirituel, dire qu'on a une mission, c'est pas vraiment un scoop, en tout cas quand c'est dit avec justesse et dans la mesure, à savoir, oui, j'ai une tâche à accomplir dans ma vie, dans ce monde, pour évoluer, et non, je suis en mission, je vais sauver le monde. Ça, c'est de l'ego, c'est l'erreur. Dans le milieu politique, je ne suis pas certaine que c'est ce qu'on entend d'être en mission. Je ne sais pas, pourquoi pas. En tout cas, notre président recherche clairement cette transcendance. Dans une autre déclaration, il avait également déclaré que ses ambitions étaient d'être soit Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Il faut quand même oser vouloir prétendre être Jésus-Christ. Provocation ou pas, stratégie ou pas, le choix est évidemment peu banal puisqu'on a d'un côté la divinité, le Fils de Dieu, le Messie, l'élu, l'être suprême, et de l'autre, tout l'inverse. Donc on retrouve un petit peu cette dynamique du dieu Janus avec ses deux visages, ce côté double en permanence. Donc Caligula est convaincu d'être un dieu et notre président aspire à retrouver cette divinité. Caligula finit par mettre en péril évidemment le trésor public en raison de ses dépenses excessives et donc afin de remplir les caisses de l'Empire, il aurait demandé au peuple de prêter de l'argent. Il ordonne ainsi une augmentation drastique des impôts, il prélève des taxes, etc., etc. Bon, dilapidation des caisses et c'est au peuple de payer, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Voyons maintenant du côté de sa cruauté, de ses provocations. Il s'en prend au Sénat qu'il veut humilier et détruire. Il fait exécuter ou exiler de nombreux sénateurs, souvent pour des motifs complètement futiles. Caligula adorait également son cheval Incitatus au point de lui offrir une écurie en marbre, une mangeoire en ivoire et des bijoux pour humilier et provoquer le Sénat et il aurait même menacé de le nommer consul, donc la plus haute fonction politique à Rome, et montrer que son cheval en fait a beaucoup plus de valeur que les sénateurs. Il peut parfois dire des phrases sanglantes comme « cette tête charmante tombera dès que je l'ordonnerai » ou « J'aime le pouvoir car il donne ses chances à l'impossible ». Bon, évidemment tout ceci ne suffit pas. Sa soif de vengeance le pousse à commettre des actes de barbarie, des massacres publics, des actes de torture. En fait, il ne peut s'assurer de sa domination qu'en faisant souffrir les autres. Aujourd'hui, il y a bien des manières de se repaître de la souffrance des autres. Rappelez-vous, quand il a évoqué l'arrivée de la bête, parce que créer de la peur, ça permet de maintenir cette posture de domination, voire même de jubilation.
Caligula cite d'ailleurs, en reprenant une phrase de Tibère, qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Et puis Caligula provoque, sciemment ou pas, et devient un maître de l'absurde. Par exemple, une anecdote particulièrement juteuse est celle où Caligula aurait mené une expédition militaire en Gaule, qui était donc déjà sous domination romaine, et pour sauver les apparences, il aurait transformé l'échec en farce et aurait ordonné à ses légionnaires de ramasser des coquillages sur la plage en prétendant qu'il s'agissait de butin de guerre. Il aurait soutenu que les coquillages étaient le butin d'une victoire sur Neptune, et donc Caligula, mécontent de ses troupes qui avaient peut-être conspiré contre lui, eh bien les aurait ridiculisés en les faisant piller la mer comme s'ils avaient conquis l'océan. Tenez, prenez, voici des coquillages. Bon. J'ai littéralement explosé de rire quand j'ai lu cette anecdote. Vrai ou pas, j'ai évidemment tout de suite pensé au kit de survie. C'est exactement la même farce pour moi, les mêmes intentions absurdes. Caligula aurait également déclaré la guerre à Neptune et donc aurait fait fouetter la mer, toujours lors de cette expédition en Gaule. Furieux contre la mer agitée qui retardait ses plans, il aurait ordonné à ses soldats de frapper les vagues avec des fouets et de poignarder l'eau. Peut-être est-ce une manière de tester la loyauté de ses troupes pour savoir s'ils allaient obéir. Les historiens restent prudents et disent que tout ceci aurait peut-être été une exagération et que c'est une manière de montrer en fait que le règne de Caligula a été marqué par le spectacle, l'absurde et la bêtise. Mais moi je vous dis que si dans 2000 ans on étudie le cas de notre président, les générations futures, les historiens prudents diront qu'on a peut-être exagéré le règne de celui qui nous gouverne pour souligner l'abus de pouvoir et les situations absurdes qu'on a vécues. Sauf que plus c'est gros, plus ça passe. Donc, attendez-vous peut-être un jour à recevoir un kit de coquillage, car on apprendra peut-être que le coquillage en fait est une arme infaillible lors d'une guerre. Bon, Caligula est un maître de la farce. Il va finir par pousser au suicide son préfet, donc celui appelé Macron. Alors, pousser au suicide des personnes à cette époque-là, c'est monnaie courante. Il pousse au suicide quelqu'un qui s'appelle Macron. Aujourd'hui, il s'appelle Macron. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Voilà. Et puis, s'ensuit plusieurs campagnes militaires. Et progressivement, le règne de Caligula devient de plus en plus insupportable. Il y a donc le début d'un complot pour libérer Rome de ce souverain. Et donc, il va finir par être assassiné. Sa mort met fin à 4 années de terreur et de folie, et beaucoup ont analysé tous ces troubles, comme relevant de la psychiatrie, perversion, mégalomanie, paranoïa. Certains pensent qu'il souffrait de psychose, de folie, d'autres voient plutôt en lui un maître de la terreur politique, utilisant justement l'absurde pour briser toute résistance. Mais en fait, c'est exactement pareil pour nous. Notre président use de la farce et se fiche de nous. C'est un maître de l'absurde, en réalité. Sauf que la question qui se pose pour nous, c'est que s'est-il passé pour qu'il haïsse autant la France et le peuple français ? Quel est ce traumatisme qu'il porte en lui et qui le conduit à se comporter ainsi ? Alors, on a tous une idée sur la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas finalement autre chose que ce à quoi on pense ? Parce que non, on n'est pas fou de penser qu'il est fou, et je dirais même plus, il faut être soi-même un peu fou pour ne pas voir qu'il est fou. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une âme, l'âme de Caligula et l'âme de notre président c'est la même, alors on va l'appeler Caligulon. L'âme de Caligulon refait 2000 ans plus tard un choix d'incarnation complètement identique avec en fait presque aucune évolution. Et c'est là que c'est intéressant, parce que a priori une âme d'une vie à l'autre, normalement, fait des choix différents pour explorer toute la palette expérientielle et émotionnelle de la condition humaine.
Elle va donc réorienter ses choix pour explorer des choses nouvelles, tout en gardant en mémoire des événements, des aspirations liées aux vies passées, et donc il va y avoir comme une sorte de nostalgie, parfois, chez elle, comme une empreinte qui subsiste de vie passée. On sent justement chez notre Caligulon cette nostalgie de cette vie d'empereur qui expliquerait peut-être ce désir ardent chez notre président d'être à la tête d'un gouvernement européen. Il veut retrouver cet empire, il veut être de nouveau à la tête d'une grande puissance politique. Sauf que l'âme, pour s'élever vers la lumière, va tout explorer et s'abaisser dans la condition humaine. Car l'âme s'accomplit et ne retrouvera son foyer divin qu'en s'abaissant au niveau de l'homme, exactement comme sur le modèle de Jésus. Et donc pour parvenir à cet abaissement, elle va expérimenter, explorer plusieurs couleurs de la condition humaine à travers plusieurs postures, roi, noble, travailleur, esclave, artiste, religieux, parce que c'est ce qui l'a fait évoluer. Donc on occupe tous des fonctions semblables et variées, avec certes un fil conducteur, car nos âmes sont toutes différentes, pour expérimenter en vue de s'élever vers Dieu. C'est ça le but d'une âme, c'est la seule chose à retenir. Elle veut expérimenter pour s'élever vers Dieu. Mais là où ça m'interpelle dans son cas, c'est que l'âme de notre Caligulon semble démontrer un refus total de s'abaisser au niveau de l'homme. Il veut rester dans cette condition d'être suprême et ne voit en réalité pas d'autre moyen que de retrouver cette transcendance par l'abus de pouvoir. Or, c'est en faisant exactement l'inverse qu'il retrouvera la vie divine. Pourquoi rêve-t-il d'être à la fois Jésus-Christ et Bill Gates? Parce qu'il voit dans la figure de Jésus-Christ cette toute-puissance, cette transcendance, cette condition d'élu, mais qu'il ne voit pas d'autre moyen que de suivre les traces de Bill Gates pour y arriver. Notre Caligulon confond en fait la puissance et le pouvoir. Alors l'âme peut tout à fait décider de refaire le même choix d'incarnation, parce qu'elle n'a pas envie de changer, car elle n'est pas prête à changer. C'est possible, mais pour moi, ça aurait dû se produire à un intervalle plus rapproché. Après, tout est possible, hein. Tout ce que je vous dis là, ce sont évidemment uniquement des hypothèses. On ne pourra jamais affirmer avec certitude telle ou telle chose concernant les vies antérieures ou le monde spirituel d'une manière générale. Donc tout ceci est évidemment mon point de vue et ce ne sont que des hypothèses. Après, il est possible qu'il ait eu d'autres vies entre les deux. Nous n'avons eu accès qu'à cette vie-là, car c'est la vie qui reflète le plus en fait sa posture actuelle dans cette vie. Sinon, on nous en aurait dévoilé une autre. La vie intérieure que l'on découvre au moment où on la découvre reflète la période et l'étape qu'on vit à ce moment-là. Donc il y a un effet miroir pour nous permettre de comprendre quelque chose. Le fait que ça soit la vie de Caligula qui apparaisse, c'est une manière de nous faire comprendre le fond qui habite cet homme qui préside notre pays, quand même. Donc tout ceci m'interroge quand même sur plusieurs points. Le premier, c'est que manifestement, s'il y a eu d'autres vies, entre les deux, admettons, ça veut dire que Caligulon n'a manifestement toujours pas compris que cette posture n'était pas celle qui la ramènerait au plus près des dieux, justement. Et que s'il a eu d'autres expériences entre les deux, il n'en a manifestement tiré aucune leçon. Le deuxième point, c'est que s'il n'a pas eu d'autres vies entre les deux, ce qui est possible, Caligulon s'obstine à reproduire une vie à l'identique, comme pour reprendre là où il en était resté. Et il reprend donc le pouvoir et tente d'aller au bout à une époque tout à fait différente. Là, ce qui m'interroge fortement, c'est la durée. Alors, même si le temps n'existe pas là-haut, 2000 ans, c'est très étonnant pour une âme de refaire un choix tout à fait identique à une époque tout à fait différente. Généralement, une âme qui décide de se réincarner à une époque tout à fait différente, dans l'évolution du monde, fait a fortiori évoluer aussi son choix. Sinon, encore une fois, elle se réincarne tout de suite après et recommence à l'identique. C'est-à-dire qu'il change d'époque, donc c'est vraiment étonnant. On peut évidemment retrouver des vies avec des aspirations identiques, par exemple rester dans un domaine particulier, comme un domaine humain, un domaine plus artistique, mais c'est rare de retrouver exactement la même posture. En tout cas, je ne l'ai jamais vu sur toutes les vies que j'ai pu étudier chez moi ou chez des proches.
J'ai vu des artistes devenir religieux ou enseignants, des artistes rester artistes mais changer de domaine artistique et changer de posture, mais généralement à la même époque puisque l'âme va garder en mémoire cette expérience qui l'a marquée et va vouloir revenir très rapidement pour reprendre là où elle en était restée. Là, il veut absolument vivre et revivre la fonction de pouvoir et retrouver en fait la posture de toute puissance. Reproduire un choix identique qui en plus n'est a priori pas dans un sens évolutif, 2000 ans après, c'est quand même très révélateur. Donc tout ceci m'a conduit à me demander s'il n'y avait pas une espèce de stagnation de son âme, comme un enfant qui redoublerait sans cesse sa classe. C'est le même principe avec les vies antérieures. On démarre un apprentissage pour quitter l'école et s'élever. L'âme, c'est pareil, elle démarre un apprentissage pour quitter le monde terrestre et s'élever. Donc elle a tout intérêt à ne pas reproduire le même schéma, sinon elle stagne, elle n'évolue pas. On peut vouloir garder un domaine, voire même tenter de retrouver une posture déjà vécue, mais généralement, notre âme va un peu bloquer et essayer de nous réorienter pour nous faire comprendre « ça tu l'as déjà fait, change ». Là, c'est à se demander si c'est son âme qui a fait ce choix-là, ou si finalement, ce ne serait pas plutôt des énergies extérieures qui l'auraient poussé à reproduire cette posture comme s'il était finalement dépossédé de lui-même. Donc, l'ultime question que l'on peut se poser et auquel on n'aura probablement jamais de réponse, c'est quel choix d'incarnation fera notre Caligulon dans sa prochaine vie ? En tout cas, tout ceci est intéressant. Je pense quand même que d'observer le passé permet vraiment de savoir à qui on a affaire, car découvrir les aspirations de l'âme de quelqu'un en dit long. Certains avaient du coup vu juste, puisqu'ils avaient comparé notre président parfois à Néron et puis plus rarement à Caligula, comme quoi toutes ces petites intuitions qu'on dit au hasard en fait ne sont pas fausses et prouvent qu'on perçoit plutôt bien les choses et que ce qu'on perçoit, qu'on soit croyant ou non, conscient ou non, eh bien prouve quelque chose, le fond elle-même, c'est juste la forme qui change. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.